Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Je suis de retour avec une toute nouvelle histoire, et celle-ci vaut vraiment le détour. Alors imaginez ça, quelqu'un qui s'assoit réellement et passe un mois entier, à planifier la rupture parfaite en public. Choisir le restaurant le plus chic de la ville, répéter un discours probablement devant le miroir de la salle de bain, briefer ses amis sur les angles de caméra, et arriver habillé comme s'il allait gagner un Oscar. Tout ça, soigneusement préparé, magnifiquement mis en scène, pourquoi ? Pour des likes sur les réseaux sociaux. De la part d'inconnus. De gens qui ne les connaissent même pas. Et la personne qui reçoit cette rupture, au lieu d'offrir la crise dramatique qu'on attendait absolument de lui, il dit simplement 2 mots, puis il se lève et s'en va. C'est tout. Pas de larmes. Pas de supplications. Pas de scène. Juste parti. Et c'est à ce moment-là que tout, et je veux dire absolument tout, a commencé à s'effondrer pour celle qui avait tout planifié. Alors oui, on va plonger dans cette histoire, parce que franchement, le karma a clairement dit « Tiens mon verre » sur ce coup-là. Ma petite amie a annoncé notre rupture pendant un dîner, devant des caméras et ses amis. Je me suis levé, j'ai dit « Bonne chance » et je suis parti. Elle s'est mise à pleurer et la pièce est devenue complètement silencieuse. Personne ne savait quoi faire ensuite. Bon, Reddit. Celle-ci est incroyable. Ma petite amie depuis 3 ans a décidé de me larguer dans un restaurant chic pendant que ses amis filmaient secrètement toute la scène pour en faire du contenu pour les réseaux sociaux. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être une crise en public qu'elle pourrait poster pour récolter des likes. À la place, j'ai dit 2 mots, je me suis levé et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite ? Un chaos total. Et honnêtement, la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je m'appelle Caleb, j'ai 29 ans, et je travaille comme technicien HVAC ici à Milwaukee. Rien de glamour, rien d'impressionnant pour les dîners mondains, mais ça paie bien et je suis bon dans ce que je fais. Je répare des systèmes de chauffage et de climatisation pour des bâtiments commerciaux, surtout des complexes de bureaux et des centres commerciaux. C'est le genre de travail où vous rampez sur des toits sous une chaleur de 35 degrés où vous vous gelez les mains en janvier, mais il y a quelque chose de satisfaisant à résoudre des problèmes qui comptent vraiment. Quand la climatisation tombe en panne en plein été, les gens se fichent de ton nombre d'abonnés sur Instagram. Ils veulent juste arrêter de transpirer. Je fais ce travail depuis environ 7 ans maintenant. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée. J'ai gravi les échelons grâce aux certifications et à l'expérience sur le terrain. J'ai obtenu ma certification EPA, ma certification NAT, tout ce qui compte réellement dans ce métier. Mon père était plombier pendant 30 ans, donc les métiers manuels sont un peu une tradition familiale. Il disait toujours qu'il y a de la dignité dans un travail qui garde les mains sales mais la conscience propre. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai rencontré Nathalie lors d'un match des Brewers en août 2020. Mon ami Ethan, qui travaille dans la toiture commerciale, m'avait traîné là-bas parce qu'il avait des billets en trop. De bonnes places aussi, juste le long de la 3e ligne. On s'est retrouvés dans la même section qu'un groupe de femmes, dont l'une portait un maillot jaune et avait un rire qui portait sur 3 rangées. On a commencé à discuter pendant la pause de la 7e manche, et à la fin du match, j'avais son numéro. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien à Walker S. Rien de chic, juste de la bonne nourriture et une conversation encore meilleure. Elle semblait vraiment intéressée par mon travail, elle posait des questions sur les systèmes HVAC comme si elle voulait réellement comprendre. C'était rare. La plupart des gens décrochent dès qu'on commence à parler d'unités de compresseurs et de cycles de réfrigération. Mais elle écoutait, posait des questions, plaisantait en disant que je serais le gars capable de la sauver si son appartement devenait trop chaud en été. Les 2 premières années étaient vraiment bien. On allait dîner dans des endroits simples autour de Milwaukee. Elle venait chez moi, on regardait des films sur mon canapé, on commandait des pizzas, on parlait jusqu'à 2 heures du matin. Des choses simples. Des choses vraies. Elle venait parfois à ma ligue de bowling, applaudissait quand je faisais un strike, se moquait de moi quand je lançais dans la rigole. Le jeudi soir au Landmark LAN, avec le même groupe de gars avec qui je joue depuis le lycée. Ethan, mon pote Jack, et quelques autres habitués. On jouait sur ces mêmes pistes depuis presque 10 ans. On avait nos propres casiers et on connaissait tout le personnel par leur prénom. La soirée de ligue était sacrée. C'était la seule soirée de la semaine où je pouvais juste être moi-même avec des gens qui me connaissaient depuis toujours, où personne ne se souciait des réseaux sociaux, du networking ou de grimper une quelconque échelle. On jouait 3 parties, on parlait de sport, de travail, de la vie, puis on allait manger quelque chose après. Simple. Authentique. Nathalie comprenait ça. Ou du moins, elle comprenait avant. Je rencontrais parfois ses collègues pour l'apéro après le travail, j'écoutais ses histoires sur les campagnes de relations publiques sur lesquelles elle travaillait. Des trucs normaux dans une relation. Elle travaillait dans une agence de relations publiques de taille moyenne au centre-ville, s'occupant de la communication pour des entreprises locales. Rien d'extraordinaire, mais elle était douée et semblait aimer ce qu'elle faisait. On avait une routine confortable qui semblait naturelle, pas comme une corvée, le genre de relation où on a vraiment hâte de voir l'autre à la fin de la journée. Son appartement était un joli petit 1 pièce à River West.
Elle l'avait décoré avec des trouvailles de friperie et des plantes qu'elle arrivait mystérieusement à garder en vie malgré son prétendu « pouce noir ». Je passais beaucoup de temps là-bas, à réparer son robinet de cuisine qui fuyait, installer un ventilateur de plafond qu'elle avait acheté en promotion, l'aider à fixer une télévision au mur. Elle disait toujours qu'elle adorait le fait que je sache réparer des choses, que ça la faisait se sentir protégée. Je l'ai cru. Vers les 2 ans et demi de relation, en février 2023, quelque chose a changé. Elle a été promue dans son agence. Nouveau titre, nouvelle responsabilité, nouveau groupe de personnes avec qui elle a commencé à passer du temps. Senior Account Executive. De plus gros clients, de plus gros budgets, et surtout, de plus gros égos au bureau. C'est là que les remarques ont commencé. De petites remarques au début. Mon Silverado commençait à avoir l'air vieux. Est-ce que je ne pensais pas qu'il était temps d'acheter quelque chose de plus récent? Peut-être que je devrais voir plus grand pour ma carrière. Me lancer dans des projets commerciaux plus importants ou créer ma propre entreprise. Un de ses collègues venait d'acheter un condo au centre-ville. Ce n'était pas impressionnant pour quelqu'un de notre âge? Un autre avait lancé un cabinet de conseil et gagnait déjà 6 chiffres. Je laissais passer. Je pensais que c'était le stress du nouveau poste. Les nouvelles responsabilités apportent toujours de la pression, non? Je ne me rendais pas compte qu'elle comparait toute notre vie aux vitrines soigneusement filtrées qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'elle faisait défiler Instagram, elle comparait notre relation à des photos filtrées et des légendes soigneusement écrites. On n'avait aucune chance face à ce genre de fantasme. La dernière année est devenue de pire en pire. Elle a arrêté de venir à la ligue de bowling. Elle appelait ça « ringard », disait que ce n'était plus vraiment son genre d'endroit. Elle passait de plus en plus de temps sur Instagram, à publier des stories sur des brunchs, des événements de networking et des rencontres d'influenceurs. Son téléphone est devenu une présence constante entre nous, comme une troisième personne dans la relation qui exigeait toute son attention. Au dîner, elle faisait défiler son écran. Au cinéma, elle vérifiait ses notifications pendant les bandes annonces. Au lit, elle restait dessus jusqu'après minuit à aimer des photos et commenter des publications de gens dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle me répondait sèchement que j'étais paranoïaque, que je ne lui faisais pas confiance, que j'étais insécure. Chaque tentative de parler de notre relation se transformait en dispute sur ma supposée jalousie. Les disputes sont devenues plus fréquentes. De petites choses la mettaient en colère. Je proposais de rester à la maison et de cuisiner ensemble. Elle m'accusait de ne jamais vouloir aller dans des endroits sympas. Je mentionnais parfois une nouvelle certification que j'envisageais pour le travail. Elle répondait que ce n'était pas assez ambitieux. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais lui convenir. Le type dont elle était tombée amoureuse à ce match des Brewers n'était apparemment plus celui qu'elle voulait. Elle voulait la version Instagram d'un petit ami. Cheveux parfaits, travail prestigieux, vacances exotiques, restaurants coûteux. Ce n'était pas moi. Et ça ne le serait jamais. 3 semaines avant ce vendredi soir, les choses ont pris une autre tournure. Elle est devenue distante, toujours en train d'écrire des messages, toujours à protéger l'écran de son téléphone. Elle inclinait son téléphone quand j'entrais dans la pièce, prenait des appels dans la salle de bain ou dans sa voiture. Quand je lui ai demandé directement si quelque chose se passait, si elle voyait quelqu'un d'autre, elle a complètement explosé. Elle m'a accusé d'être contrôlant, de ne pas lui faire confiance, d'essayer de surveiller chacun de ses mouvements. J'ai reculé, parce que je ne voulais pas être ce type-là. Le petit ami paranoïaque qui fouille les téléphones et exige les mots de passe. Je lui faisais confiance, ou du moins je faisais confiance à la personne que je pensais qu'elle était. Puis, soudainement, sans prévenir, elle a insisté pour qu'on aille dîner dans un endroit appelé The Metropolitan. Un restaurant chic dans le Third Ward, le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et des serveurs qui décrivent chaque plat comme une œuvre d'art. Horriblement cher. Pas du tout mon style. J'étais déjà passé devant une centaine de fois sans jamais penser à entrer. Elle a dit que c'était important, qu'on avait besoin de se reconnecter, que ce dîner nous aiderait à remettre notre relation sur les rails. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai accepté, parce que je voulais réparer ce qui se brisait entre nous. Je voulais croire qu'un bon dîner pouvait combler le fossé qui s'était creusé pendant l'année écoulée. Avec le recul, c'était stupide. Mais l'amour vous rend parfois stupide. Ce vendredi-là, j'ai conduit mon Silverado jusqu'au centre-ville. Le voiturier a regardé mon camion comme on regarde quelque chose qui s'est perdu et a atterri dans le mauvais quartier. Il m'a donné un ticket sans même me regarder dans les yeux. Je me suis senti déplacé immédiatement. Ça aurait dû être mon premier indice pour faire demi-tour et partir. Mais je ne l'ai pas fait. Le Métropolitan était rempli d'une lumière tamisée. Des petites portions qui coûtent 30 $, des menus plus longs que des manuels de réparation. Le genre d'endroit où les plats principaux coûtent ce que je gagne en une demi-journée. De la musique de piano jouée doucement en arrière-plan. Des gens en costume et en robe de créateurs discutaient de choses qui semblaient importantes mais qui, pour moi, ne signifiaient rien. Je portais mon meilleur jean et une chemise boutonnée que j'avais repassée cet après-midi-là. Je me sentais quand même sous-habillé. Elle était arrivée en avance et avait pris une table juste au centre de la salle. Pas discrète. Pas dans un coin. Juste là où tout le monde pouvait voir. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que quelque chose clochait.
Pourquoi quelqu'un choisirait-il la table la plus visible du restaurant pour un dîner censé reconnecter un couple? À moins que la visibilité soit précisément le but. Elle avait l'air différente. Une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Noire, ajustée. Maquillage complet. Coiffure professionnelle. Plus d'efforts qu'elle n'en avait jamais mis pour nos rendez-vous habituels. Les cheveux relevés, des bijoux qui attrapaient la lumière. Quand je me suis assis, elle a souri, mais ce n'était pas son vrai sourire. C'était celui qu'elle utilisait pour les photos Instagram, celui où ses yeux ne correspondent pas vraiment à sa bouche. Un sourire travaillé. Vide. Parfait pour la caméra. J'ai commandé un Dr Pepper. Elle a commandé quelque chose de sophistiqué. On a parlé de nos journées. Conversation superficielle qui donnait l'impression que nous étions deux inconnus lors d'un premier rendez-vous plutôt qu'un couple depuis 3 ans. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Puis je les ai remarqués. Sophie, sa colocataire de l'université, et Taylor, une amie de son travail, assise à environ 5 mètres de nous à une table qui avait une vue parfaite sur la nôtre. Elles ont fait signe avec enthousiasme, en criant combien c'était une incroyable coïncidence. Oh mon Dieu! Quelles sont les chances qu'on soit tout ici en même temps? Quelle coïncidence, dans une ville avec des centaines de restaurants. J'ai regardé leur table plus attentivement. Les 2 téléphones étaient positionnés exactement comme il fallait. Pas posés face contre la table. Pas rangés. Posés debout, inclinés vers nous. Les applications d'enregistrement visibles à l'écran. Les petits points rouges indiquant qu'ils étaient actifs. Mon estomac s'est noué. Elle filmait tout. Chaque mot. Chaque geste. Chaque seconde de ce qui allait se passer. Ce n'était pas un dîner pour se reconnecter. C'était un piège. Le dîner a commencé normalement. On a commandé. Elle a pris du saumon poêlé avec une réduction dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. J'ai choisi des pâtes parce que c'était la chose la moins chère du menu qui ne me ferait pas passer pour un radin. Le serveur a versé de l'eau dans des verres en cristal et apporté du pain à la table. Tout semblait se dérouler au ralenti pendant que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans ma tête. Elle parlait du travail, de la façon dont elle avait beaucoup réfléchi à son avenir dernièrement. Pas notre avenir. Son avenir. Ses objectifs. Sa trajectoire. Les mots semblaient répétés à l'avance, comme si elle les avait écrits et mémorisés. Elle jetait constamment des regards vers la table de Sophie et Taylor, vérifiant qu'elle capturait tout, que les caméras tournaient. Puis est venu le discours. On voyait qu'elle l'avait répété. Probablement devant le miroir de sa salle de bain, en s'enregistrant avec son téléphone, en regardant la vidéo plusieurs fois et en ajustant jusqu'à obtenir le ton parfait. Les pauses arrivaient à des moments calculés. Les gestes de la main étaient délibérés. Ce n'était pas spontané. C'était une performance pour un public. Elle parlait d'ambition, de motivation, de croissance. Du besoin d'être avec quelqu'un qui l'inspire à viser plus haut, à vouloir plus, à repousser les limites. Sa voix avait ce ton artificiel, comme une actrice récitant des répliques qu'elle avait mémorisées mais qu'elle ne ressentait pas vraiment. Un de ses collègues venait de lancer une entreprise de conseil et avait déjà 3 gros clients. Un autre avait acheté un condo dans le Third Ward et parlait d'acheter des propriétés d'investissement. C'étaient des gens qui allaient quelque part. Des gens qui refusaient de se contenter du confort. Des gens qui voulaient plus de la vie que simplement s'en sortir. L'implication était parfaitement claire, même si elle ne l'a jamais dit directement. Moi, j'étais bien là où j'étais. J'étais satisfait de mon travail en HVAC, de mon Silverado, de mes jeudis au bowling et de mes week-ends au match des Brewers. Je n'étais pas assez ambitieux. Pas assez motivé. Je l'empêchais de devenir la personne qu'elle était censée être. Elle a dit qu'elle tenait à moi, qu'elle tiendrait toujours à moi. Mais qu'elle ne voyait plus d'avenir. Que j'étais un type formidable, mais simplement pas le bon pour elle. Qu'elle avait besoin de quelqu'un qui corresponde à son énergie, quelqu'un qui la pousse à être meilleure, quelqu'un qui comprenne sa vision de la vie. Pendant tout son discours, je regardais Sophie et Taylor du coin de l'œil. Elles avaient du mal à contenir leur excitation. C'était de l'or pour du contenu. Une rupture publique dans un restaurant chic, avec un discours dramatique et, espérait-elle, une réaction en larmes du petit ami qui venait d'apprendre que sa relation se terminait. Parfait pour TikTok. Parfait pour les réels Instagram. Parfait pour n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. J'ai posé ma fourchette doucement sur l'assiette. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette en tissu. Le restaurant entier semblait disparaître autour de moi. Je n'entendais plus que ma respiration, les battements de mon cœur. 3 ans de relation, des centaines de souvenirs, réduits à ce moment orchestré pour des inconnus sur Internet. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai maintenu ce regard. J'ai fait une pause de 2 secondes qui ont semblé durer 20. Puis j'ai simplement dit « Bonne chance à toi ». 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Son scénario n'avait pas prévu cette réponse. Elle s'attendait à ce que je supplie, que je me dispute, que je fasse une scène, que je pleure, que je plaide pour qu'on arrange les choses. À lui offrir la réaction dramatique dont elle avait besoin pour sa vidéo. Pour son histoire. Pour ses abonnés Instagram. Elle voulait du théâtre. Moi, je ne lui ai rien donné. Je me suis levé lentement, calmement, j'ai sorti mon portefeuille de ma poche arrière,
pris 2 billets de 20, largement assez pour couvrir ma part de l'addition et du pourboire, et je les ai posés sur la table à côté de mon assiette de pâtes à moitié mangée. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Sans dire un mot de plus. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai même pas regardé Sophie et Taylor assises là avec leur téléphone toujours en train d'enregistrer. Je me suis contenté de marcher. Un pied devant l'autre. En passant devant les autres clients qui avaient interrompu leur conversation pour regarder. Devant les serveurs figés, tenant leurs assiettes. Devant le comptoir d'accueil près de l'entrée. Tout le restaurant est devenu silencieux. On entendait clairement la musique du piano maintenant. Personne ne parlait. Les fourchettes ne touchaient plus les assiettes. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans toute la pièce. Chaque personne dans cette salle me regardait sortir, et aucune ne savait quoi penser. Derrière moi, j'ai entendu sa voix se briser. « Attends, dit-elle. Attends. » Mais j'ai continué à marcher. J'ai entendu sa chaise grincer sur le sol. Elle se levait. Sophie et Taylor avaient l'air confuses, comme si elles ne savaient pas si elles avaient obtenu la scène qu'elles voulaient, si cela faisait partie du plan ou si quelque chose avait mal tourné. Leur contenu soigneusement orchestré était en train de s'effondrer en temps réel. J'ai poussé la porte du restaurant et je suis sorti. J'ai donné mon ticket au voiturier et je suis resté là à attendre. L'air froid d'octobre faisait du bien après l'atmosphère étouffante du restaurant. Je pouvais enfin respirer. Le ciel nocturne était clair, les étoiles visibles entre les lumières de la ville. Tout semblait plus net, plus réel qu'il ne l'avait été depuis des mois. Une minute plus tard, j'ai entendu des talons claquer rapidement sur le trottoir. Nathalie est sortie du restaurant presque en courant sur ses talons, sa robe éclairée par les lampadaires du parking. Elle avait l'air différente. Plus petite. La confiance qu'elle affichait à l'intérieur avait disparu. L'actrice avait perdu son public. Elle m'a rattrapé juste au moment où le voiturier amenait mon Silverado. Moteur allumé, phares allumés. Ma sortie était là. Sa voix s'est brisée quand elle est arrivée près de moi. La confiance répétée à table avait complètement disparu. C'était autre chose maintenant. Une panique brute mêlée d'incrédulité. Son mascara commençait déjà à couler. Elle avait pleuré. De vraies larmes cette fois. Pas celles pour la caméra. « Attends, dit-elle. Attends juste. Tu ne vas même pas te battre pour ça? Pour nous? » Je l'ai regardé calmement. « Tu viens de rompre. Je respecte ton choix. » Elle s'est placée devant la portière côté conducteur, bloquant mon passage. Elle a posé sa main sur la poignée comme si elle pouvait physiquement m'empêcher de partir. « Tu jettes 3 ans comme ça? Comme si ça ne comptait pas? » Je ne jette rien. Tu l'as fait à l'intérieur. Moi, j'accepte simplement la réalité. Son visage s'est tordu. Maintenant elle était en colère, les larmes se transformant en autre chose. Tu sais quoi? C'est exactement pour ça que ça ne marche pas entre nous. Tu t'en fiches. Tu n'as jamais assez tenu à quoi que ce soit pour te battre. Tu abandonnes toujours. Tu es un lâche. J'ai regardé derrière elle. Sophie et Taylor étaient sortis du restaurant et se tenaient près de l'entrée, à environ 10 mètres, observant la scène. Toujours leur téléphone à la main. Probablement encore en train de filmer. Probablement en train d'obtenir encore plus d'images qu'elle ne l'avait prévu. Rien de tout ça ne suivait le scénario. J'en ai fini avec cette conversation, ai-je dit. Bien sûr que oui. Parce que c'est ce que tu fais. Tu fuis les choses difficiles. Je ne fuis rien. Tu as organisé toute cette mise en scène. Tu as choisi le restaurant, amené tes amis, leur as demandé de filmer toute la scène. Ce n'est pas moi qui abandonne. C'est toi qui voulais un spectacle. Et je ne joue pas pour toi. Je suis passé à côté d'elle, doucement mais fermement, et je suis monté dans mon camion. Elle est restée figée pendant que je fermais la portière. À travers le pare-brise, je pouvais voir son visage. Un choc total. Ce n'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. La vidéo parfaite de rupture était devenue un désastre pour son récit. J'ai reculé prudemment, vérifié mes rétroviseurs et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vue debout dans le parking, les bras serrés autour d'elle, tandis que Sophie et Taylor s'approchaient lentement d'elle. L'énergie excitée qu'elles avaient dans le restaurant avait complètement disparu. Je suis rentré chez moi en traversant les rues de Milwaukee qui semblaient différentes. Plus légères. Les lampadaires semblaient plus lumineux. La radio sonnait plus claire. J'ai garé mon camion dans mon allée, je suis entré dans la maison, j'ai pris un Sprite dans le frigo, je l'ai ouvert et j'ai allumé le match des Brewers. Ils jouaient contre les Cubs. Fin de la 5e manche. 2 partout. Je me suis assis sur mon canapé, j'ai bu mon soda et je n'ai ressenti qu'une chose, du soulagement. Comme si je venais d'éviter quelque chose de bien pire qu'une rupture. Bien pire qu'un chagrin d'amour. J'avais évité de devenir le contenu de quelqu'un. Le méchant dans l'histoire qu'elle voulait raconter pour obtenir des likes, des commentaires et des partages. Elle voulait transformer notre relation en spectacle. Et j'avais refusé d'y participer. 3 ans ensemble. Et voilà comment ça s'est terminé. Une scène de restaurant mise en scène et des téléphones qui filment en arrière-plan. Certaines relations se terminent par des disputes. Certaines par des larmes. La mienne s'est terminée en devenant des images pour la stratégie de réseaux sociaux de quelqu'un. Mon téléphone a commencé à vibrer environ 15 minutes plus tard. Des messages de sa part. Des appels les uns après les autres.
Je n'ai pas lu les messages. Je n'ai répondu à aucun appel. Je les ai simplement laissés s'accumuler. Avant de me coucher, j'ai bloqué son numéro. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Samedi matin est arrivé dans le calme. À 10 heures, mon téléphone a sonné depuis un numéro inconnu. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai passé la journée à nettoyer la maison, faire la lessive, réparer un robinet qui fuyait et que je repoussais depuis des semaines. Des choses normales de week-end. Le genre de samedi productif que je n'avais pas eu depuis des mois parce que je me demandais toujours si Nathalie approuverait la façon dont je passais mon temps. Dimanche après-midi, un autre appel depuis un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Puis je l'ai bloqué aussi. Je reconnaissais le schéma. Elle utilisait les téléphones de ses amis. Sophie et Taylor lui prêtaient leur numéro comme elle lui avait prêté des places au premier rang pour notre rupture. Lundi matin. 6h45. J'étais habillé pour le travail, café à la main, prêt à sortir vers mon camion. J'ai vu une voiture dans mon allée qui n'était pas la mienne. Nathalie en est sortie. Elle avait l'air complètement différente de vendredi soir. Pas de maquillage. Vieux jogging. Cheveux attachés en chignon désordonné. Des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi du week-end. Elle avait l'air épuisée. On doit parler, dit-elle. Non. On n'a rien à se dire. J'ai continué à marcher vers mon camion. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je me suis arrêté, je me suis tourné vers elle et j'ai posé mon café sur le capot de mon Silverado. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as planifié tout ça. Le restaurant. Les caméras. Tes amis présents. Combien de temps tu as travaillé dessus? 2 semaines? 3? Elle regardait ses pieds. Elle ne levait pas les yeux vers moi. C'est bien ce que je pensais. Tu voulais m'humilier. Te faire bien voir devant la caméra pour pouvoir poster la vidéo en ligne et recevoir la validation d'inconnus. Sauf que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais écrit. Je ne t'ai pas donné la réaction dont tu avais besoin. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. De vrai cette fois. J'ai été stupide. J'ai écouté les mauvaises personnes. Sophie et Taylor ont dit que ce serait libérateur, que je méritais mieux, que je devrais faire une déclaration en tournant la page. Je me fiche de ce que tes amis ont dit. Tu es une femme adulte. Tu as fait un choix. Tu as choisi de m'humilier en public. Tu as choisi de filmer. Tu as choisi tout ça. On ne peut pas simplement en parler? Prendre un café ou quelque chose comme ça? Il n'y a rien à dire. J'ai pris mon café, je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et je suis sorti de mon allée pendant qu'elle restait là à regarder. Je l'ai laissée debout devant ma maison alors que le soleil se levait sur Milwaukee. Ce soir-là, mon ami Ethan m'a appelé. On est amis depuis le lycée. C'est le genre de gars qui connaît tout le monde et qui entend tout ce qui circule. Il avait l'air mal à l'aise au téléphone. Eh, mec, j'ai entendu un truc aujourd'hui à la salle de sport à propos de toi et Nathalie. Qu'est-ce que tu as entendu? Il a hésité. Apparemment, quelqu'un connaît sa cousine. Toute l'histoire du restaurant a été planifiée pendant plus d'1 mois. Elle a choisi le Métropolitan exprès, elle a expliqué à Sophie et Taylor quoi filmer, elle avait tout un plan pour que ça devienne viral. Elle te largue. Tu fais une scène. Elle passe pour forte et indépendante. Et boum. Des milliers de likes. Des commentaires soutenant sa décision courageuse. Le classique des réseaux sociaux. Je suis resté silencieux un instant. 1 mois. Elle avait passé 1 mois à planifier comment m'humilier publiquement. Pendant que moi je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour des vacances que je pensais qu'on prendrait ensemble, elle chorégraphiait mon humiliation. Le truc, continua Ethan, c'est que tu as tout gâché en partant simplement. En ne réagissant pas. Maintenant les gens posent des questions. Genre, pourquoi quelqu'un planifierait une rupture publique? Quel genre de personne fait ça? Ses amis prennent aussi des critiques. Des gens commentent leurs Instagram en demandant pourquoi elle filmait quelqu'un qui se faisait larguer. Le récit qu'elle voulait contrôler lui échappait. Et ça n'avait rien à voir avec moi. Je n'avais même pas besoin de me défendre. La vérité le faisait toute seule. J'ai décidé à ce moment-là de me concentrer sur moi-même au lieu de ruminer ce qu'elle avait fait. Le lendemain, j'ai appelé un ami de ma ligue de bowling. Je lui ai demandé si la place du jeudi était toujours libre. Il a ri et m'a dit « Bienvenue de retour ». J'ai commencé à aller dans un bar appelé The Idou le vendredi soir. À Bayview, au sud de Milwaukee. Des murs en lambris de bois, des enseignes néons, des tables de billard au fond, des groupes locaux qui jouent le week-end dans un coin qui ressemble à peine à une scène. Le genre d'endroit que Nathalie détestait. Trop bruyant, disait-elle. Trop bondé. Trop de gens de la classe ouvrière. Pas son style. Pas assez sophistiqué pour son esthétique Instagram. Parfait pour moi. Le deuxième vendredi après la rupture, j'y suis allé seul. Je me suis installé au bar et j'ai commandé un root beer. Un groupe installait son matériel sur la petite scène. 3 gars avec des guitares et une batterie faisaient les balances. La femme assise à côté de moi au bar m'a souri et a commenté la musique. Il joue ici un vendredi sur 2, dit-elle. Pas mal pour un groupe local. Une conversation simple. Rien de lourd. Rien de compliqué. Juste 2 personnes qui parlent de musique. Elle s'appelait Megan.
Elle enseignait en 3e année dans une école publique du côté de la ville. Elle venait ici tous les vendredis depuis 1 an, depuis qu'elle était revenue vivre à Milwaukee après Madison. On a parlé pendant une demi-heure de musique, de la vie à Milwaukee, des chances des Brewers en play-off. Rien de profond. Juste une conversation sincère entre deux personnes assises l'une à côté de l'autre. Quand je suis parti vers 11 heures, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'ai pas demandé son numéro. Je n'ai même pas essayé. J'ai simplement apprécié une soirée normale sans le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Le harcèlement a commencé la semaine suivante. Et oui, j'utilise le mot harcèlement, parce que c'est exactement ce que c'était. Mardi matin, je me suis arrêté à mon Dunkin' Donuts habituel sur Oakland Avenue, celui où je passe chaque matin avant d'aller sur les chantiers. 6h30. À moitié réveillé. Je voulais juste du café. Je suis entré, et elle était là. Nathalie, assise dans un coin, ordinateur portable ouvert, tasse devant elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Son visage a pris une expression de surprise, comme si elle était là par hasard. Comme si ce Dunkin' n'était pas de l'autre côté de la ville par rapport à chez elle. Comme si elle n'avait pas retenu que je venais ici tous les matins depuis 3 ans. La coïncidence était insultante. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends du café. Comme toi. Je ne suis pas allé plus loin. Je suis allé au comptoir, j'ai commandé mon grand café noir habituel, j'ai payé et je suis sorti. Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement parti. À travers la vitre, je l'ai vu me regarder partir, téléphone à la main. Jeudi soir, vers 6 heures, je me suis arrêté chez Sandy Caisse pour acheter des courses pour la semaine. Je marchais dans le rayon fruits et légumes, je prenais des pommes. Et elle était là. Nathalie, tenant un panier avec peut-être 3 articles dedans, examinant des tomates comme si elle choisissait des pierres précieuses. Nos regards se sont croisés. Elle a souri. Salut. Drôle de te croiser ici. Oui. Drôle. Je suis allé dans l'allée suivante pour prendre du pain. Elle est apparue à l'autre bout, devant les pâtes. La même allée. 2 fois. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la surveillance. J'ai terminé mes courses sans dire un mot de plus. Je suis passé à la caisse. Je suis parti. Le mercredi de la 3e semaine, j'étais sur un chantier commercial à Owatosa. Un grand immeuble de bureaux qui subissait une rénovation complète du système HVAC. Des centaines de milliers de dollars de travaux. J'étais sur le toit en train de vérifier les unités de compresseur quand Dave, mon superviseur, est monté par l'échelle d'accès. Et Caleb, tout va bien? Oui. Pourquoi? Il y a quelqu'un près de la clôture du périmètre. Une femme. Elle est là depuis environ 20 minutes à regarder le bâtiment. Je me suis approché du bord du toit et j'ai regardé en bas. Nathalie était là. Debout derrière la clôture grillagée. Quand elle m'a vu la regarder, elle m'a fait signe de la main. Vraiment. Comme si c'était un comportement normal. Comme si attendre 20 minutes devant le lieu de travail de quelqu'un était tout à fait raisonnable. Dave m'a regardé. Une amie à toi? Une ex-petite amie, qui ne comprend pas quand on lui dit non. L'expression de Dave s'est durcie. Il avait environ 47 ans, 2 filles, et aucune patience pour ce genre de choses. Il est redescendu par l'échelle et a passé un appel. 5 minutes plus tard, la sécurité du bâtiment est arrivée près de la clôture et a parlé avec Nathalie. Elle a fait des gestes vers le bâtiment. Vers moi. La sécurité a secoué la tête. Elle est restée encore 1 minute à discuter puis est finalement partie. Elle est montée dans sa voiture et a quitté le parking. Dave est remonté et m'a dit que si elle revenait, la sécurité appellerait la police pour intrusion. Tu as besoin de prendre du temps ou quelque chose? Non. Ça va. Merci. Ça a finalement mis fin aux apparitions physiques. Plus de visites surprises. Plus de rencontres, par hasard. Elle avait dépassé les limites. Et même elle le savait. Megan était tout hidou ce 3e vendredi, assise à la même place au bar où on avait parlé la première fois. Elle a souri quand elle m'a vu. Sincèrement heureuse de revoir un visage familier. On a parlé plus longtemps cette fois. Elle m'a raconté sa semaine à enseigner à des enfants de 8 ans, l'élève qui avait amené sa tortue pour un exposé, les réunions parents-professeurs qui avaient duré 4 heures de plus que prévu. Je lui ai parlé des systèmes HVAC commerciaux, de réparer un compresseur sur un toit à 32 degrés, de Dave et de l'équipe avec qui je travaillais. Une conversation normale entre des gens normaux avec des métiers normaux vivant des vies normales. On a échangé nos numéros avant que je parte ce soir-là. Pas de jeu. Pas d'attente de 3 jours avant d'envoyer un message. Juste simple et direct. J'aimerais te revoir. Moi aussi. Cette même semaine, le mercredi après-midi, on s'est retrouvés pour un café dans un endroit appelé Collectivo, sur Prospect Avenue. Un café au bord du lac, avec des fenêtres donnant sur le lac Michigan. On est resté assis 2 heures. On a parlé de notre enfance dans le Wisconsin, de nos familles, de son métier d'enseignante, de mon travail en HVAC. Et de ce que nous voulions vraiment dans la vie. Elle a mentionné sa dernière relation, comment le type gagnait bien sa vie dans la vente mais ne supportait pas qu'elle gagne légèrement plus que lui en tant qu'enseignante. Comment il faisait de petites remarques disant qu'elle devait se croire meilleure que lui, qu'elle était trop indépendante, qu'elle l'émasculait en payant certaines choses.
Ça a l'air épuisant, ai-je dit. Ça l'était. Les gens deviennent insécures pour les raisons les plus étranges. Ils s'en prennent à la mauvaise personne au lieu de gérer leurs propres problèmes. La comparaison avec Nathalie était évidente, mais aucun de nous ne l'a dit à voix haute. On n'en avait pas besoin. 4 semaines après le dîner, Nathalie a lancé sa prochaine manœuvre. Mon vieil ami Connor m'a envoyé un message un dimanche après-midi. On se connaît depuis l'université et on est resté en contact au fil des années. Un bon gars. Direct. Son message était simple. « Et mec, qu'est-ce qui se passe entre toi et Nathalie? Tu peux m'appeler ?» Je l'ai appelé immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il avait l'air mal à l'aise. « Ton ex raconte des trucs assez dingues. Elle dit que tu étais contrôlant pendant la relation, que tu l'isolais de ses amis, que tu devenais agressif quand elle essayait de partir. J'ai entendu ça d'au moins 3 personnes différentes ce week-end. Je me suis dit que tu devrais le savoir. » Mon estomac s'est noué comme si j'avais raté une marche dans un escalier. Elle dit quoi? Oui. J'en ai entendu parler par ami, qu'il a entendu de Taylor. Puis Jake en a parlé à la salle de sport. Et j'ai vu quelque chose de vague sur Facebook par quelqu'un d'autre. Ça commence à circuler. Je suis resté là, malade. Contrôlant. Agressif. Isolant. Des mots conçus pour faire douter les gens de tout ce qu'ils pensent savoir sur moi. Des mots qui peuvent vous suivre pendant des années si assez de personnes y croient. Mardi, 3 autres amis communs m'ont contacté, chacun avec une variation de la même question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Tu as vraiment fait ces choses? Des gens que je connaissais depuis des années me regardaient soudain différemment, se demandant s'ils avaient raté quelque chose. Si le type en qui ils avaient confiance était en réalité une sorte de monstre. Nathalie se présentait comme la victime d'une relation abusive. Elle disait que je l'avais manipulée pendant des années, que je l'avais fait douter d'elle-même, que je l'avais rabaissée, que je lui faisais peur. Que le restaurant était son moment pour enfin s'échapper. Qu'elle avait eu peur de ma réaction. Et mon calme n'était plus de la dignité. C'était, selon elle, une forme calculée de manipulation émotionnelle. Le silence. La distance froide. Apparemment, des signes de comportement contrôlant. Elle avait fait ses recherches. Trouvé tous les mots-clés. Et les avait utilisés contre moi. Tout était inventé. Mais le problème avec les mensonges, c'est qu'ils se répandent plus vite que la vérité. Et certaines personnes, même de bonnes personnes, se demandent s'il n'y a pas peut-être un peu de vrai. Après tout, là où il y a de la fumée. J'ai pris une décision. Je n'allais pas me défendre publiquement. Pas de publication pour répondre. Pas de déclaration. Me défendre lui aurait donné exactement ce qu'elle voulait, de l'attention, de l'engagement, la preuve qu'elle comptait encore pour moi. La meilleure réponse était aucune réponse. Megan m'a demandé comment ça allait ce vendredi-là au hidou. Comment tu tiens le coup? Ça pourrait aller mieux, ai-je dit. Les gens parlent. Oui. Je sais. Pour ce que ça vaut, je ne crois rien de tout ça. Pourquoi? Tu me connais à peine. Elle a haussé les épaules. Parce que si tu étais vraiment comme ça, j'aurais déjà vu des signes. Les hommes contrôlants ne laissent pas de l'espace aux gens. Ils ne restent pas calmes pendant les confrontations. Ils ne s'en vont pas simplement. Ils escaladent les conflits. Et toi, tu as fait exactement l'inverse. Quand elle l'a formulé ainsi, ça avait du sens. Une semaine plus tard, la situation a commencé à changer. Quelqu'un avait sauvegardé la vidéo originale du restaurant avant que Nathalie ne la supprime. Elle a été publiée sur le subreddit de Milwaukee avec le contexte. Une femme planifie une rupture publique pour Instagram, ça ne se passe pas comme prévu. La vidéo montrait tout. Son discours répété. Les téléphones de Sophie et Taylor posés en train d'enregistrer. Moi qui me lève calmement, qui pose l'argent sur la table et qui part sans dire un mot. Le silence dans le restaurant. Elle qui me poursuit dehors. Tout. Et maintenant tout le monde pouvait le voir. Les commentaires étaient impitoyables. Des gens la traitaient de manipulatrice. D'actrice. Certains ont reconnu Sophie et Taylor et ont commencé à questionner leur rôle. Pourquoi filmaient-elles? Pourquoi leur téléphone était-il positionné comme ça? Pourquoi tout semblait si mis en scène? Sophie et Taylor ont rendu leur compte privé sur les réseaux sociaux. Taylor a publié une vague excuse disant qu'elle regrettait d'avoir participé à quelque chose. Elle a commencé à se détacher de Nathalie. Le groupe d'amis s'effondrait en temps réel. Nathalie a essayé de redoubler d'efforts. Elle a publié un long message sur Instagram disant que les gens ne comprenaient pas toute l'histoire. Que le restaurant était son moment pour enfin se défendre après des années de contrôle subtil. Le message a reçu environ 14 likes. Principalement de gens qui ne nous connaissaient pas. Elle a désactivé les commentaires au bout d'1 heure. Les amis communs qui l'avaient cru au début ont commencé à demander des preuves. Des captures d'écran. N'importe quoi de concret. Elle n'avait rien. Parce que rien ne s'était passé. Semaine 7. Jeudi soir. Sophie m'a appelé. Un vrai appel, pas un message. Elle est en train de s'effondrer, a dit Sophie. Elle ne sort plus de son appartement. Elle ne parle qu'à moi. Je m'inquiète pour elle. Je suis désolé qu'elle traverse ça. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Je sais. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Silence.
Puis elle a dit. Rien, je suppose. On a raccroché. Semaine 10. Dimanche soir. J'étais chez moi en train de regarder le match des Packers. Match serré, 4e quart-temps. La sonnette a sonné. J'ai regardé par le Judas. Nathalie se tenait sur mon perron. Seule. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai besoin de te parler. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît. Écoute-moi. J'ai soupiré. Tu as 2 minutes. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai tout gâché. Le restaurant. Les mensonges. Tout. J'étais blessé et en colère et je voulais que tu ressentes ce que je ressentais, mais tout s'est retourné contre moi. Et maintenant tout le monde me déteste et je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas mon problème. Je sais que ça ne l'est pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. J'aimerais pouvoir tout reprendre. Tu ne peux pas. Je sais. On est resté là. Elle attendait quelque chose. Moi, je n'avais plus rien à donner. Est-ce qu'il y a une chance? Non. Tu ne m'as même pas laissé finir. Je n'ai pas besoin de le faire. La réponse est non. Pas de seconde chance. Pas de pardon. Pas d'amitié. Juste non. Son visage s'est effondré. Je t'aimais. Tu aimais me contrôler. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste. Tu m'as humilié volontairement. Tu as essayé de détruire ma réputation quand j'ai tourné la page. La justice n'existe plus ici. Elle est restée là quelques secondes de plus. Puis elle a hoché la tête. Elle s'est tournée. Elle est allée à sa voiture. Et elle est partie. J'ai fermé la porte et je suis retourné sur le canapé. Le match était à égalité. Prolongation. Mon téléphone a vibré. Un message de Megan à propos du déjeuner demain. J'ai souri et j'ai répondu pour confirmer. Le match a repris. Les Packers ont marqué un field goal et ont gagné de 3 points. La vie a continué. Avec ou sans la permission de Nathalie. 5 mois plus tard, ma vie était complètement différente. J'ai été promu au travail. Technicien principal sur les gros contrats commerciaux. Meilleur salaire. Meilleurs horaires. Et du vrai respect de la part de l'équipe. Megan et moi avons officialisé notre relation vers le 4e mois. Pas de jeu. Pas de test. Juste 2 personnes qui aiment être ensemble. On allait voir les matchs des Brewers. On dînait dans des endroits au hasard. On passait des week-ends à ne rien faire de spécial. Elle est venue à la ligue de bowling avec moi et s'est parfaitement intégrée avec les gars. Ethan m'a dit après la première soirée où elle est venue que j'avais enfin trouvé la bonne. C'est là que les choses sont redevenues intéressantes. Un mardi après-midi, Ethan m'a envoyé un message. Tu vas vouloir voir ça. Il m'a envoyé un lien vers le subreddit de Milwaukee. Quelqu'un avait publié une mise à jour concernant la vidéo du restaurant. Apparemment, la société de relations publiques de Nathalie l'avait licenciée. La raison officielle, réduction d'effectifs. Mais selon la publication, plusieurs clients s'étaient plaints après l'avoir reconnue dans la vidéo virale. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un avec un tel jugement s'occupe de leur communication. Sophie et Taylor s'étaient complètement éloignés d'elle. Taylor avait même publié des excuses publiques sur Instagram, disant qu'elle s'était laissée entraîner dans le drame de quelqu'un d'autre et qu'elle regrettait ses choix. Elle n'a pas mentionné Nathalie directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Les commentaires étaient impitoyables. Une semaine plus tard, je suis tombé sur Steve, un gars qui travaillait avec Nathalie dans cette agence de relations publiques. On était tous les deux dans le même magasin de bricolage. Il m'a reconnu et est venu me serrer la main. Et mec, je voulais juste te dire que toute cette situation était vraiment tordue. Il m'a expliqué que tout le bureau savait ce qu'elle préparait. Certains avaient essayé de la dissuader. Mais elle n'avait rien voulu entendre. J'ai apprécié qu'ils me le disent. Elle traverse une période difficile, continua-t-il. Elle ne trouve plus de travail dans les relations publiques à Milwaukee. Sa réputation est ruinée. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle parlait de déménager à Minneapolis pour recommencer à zéro. J'ai hoché la tête. Je lui ai souhaité bonne chance. Puis j'ai pris mes affaires et je suis parti. 6e mois. Megan et moi étions à un match des Brewers. Des places parfaites le long de la 3e ligne. Exactement la même section où j'avais rencontré Nathalie presque 4 ans plus tôt. Drôle comme les choses se passent. Fin de la 7e manche, je suis allé chercher quelque chose à manger. J'attendais au stand de nourriture quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Caleb? Je me suis retourné. Nathalie. Elle avait l'air différente. Plus mince. Fatiguée. Sans maquillage. Les cheveux attachés en simple queue de cheval. Rien à voir avec l'image parfaitement soignée qu'elle affichait avant. Salut, ai-je dit. Ma voix est restée neutre. J'ai entendu dire que tu avais été promu. C'est super. Tu le mérites. Merci. Elle semblait mal à l'aise. Je déménage le mois prochain. À Minneapolis. Nouveau départ. Bonne chance pour ça. Elle a tressailli. Les mêmes mots que j'avais prononcés au métropolitain. Je ne l'avais pas fait exprès. Mais elle l'a clairement pris comme un rappel. Je sais que je ne mérite rien de toi, dit-elle. Mais je voulais que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi. À tout. À la façon dont je t'ai traité. À ce que j'ai perdu.
J'ai pris la nourriture au comptoir. D'accord. C'est tout? Juste, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Nathalie? Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. C'est terminé. Je me suis remis à marcher vers ma place. Elle a appelé derrière moi. Est-ce qu'elle est gentille avec toi? La nouvelle fille? Je me suis arrêté et me suis retourné. Elle s'appelle Megan. Et oui, elle l'est. Tant mieux. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Je suis parti sans répondre. Je suis revenu à ma place et j'ai donné ses nachos à Megan. Elle m'a demandé avec qui je parlais. Personne d'important, ai-je dit. Juste quelqu'un d'il y a longtemps. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon, par où commencer? Nathalie n'était pas simplement quelqu'un qui a pris une mauvaise décision sur le moment. Elle a fait une série de choix très délibérés et très calculés. Et c'est ce qui rend cette histoire différente. Ce n'était pas une rupture. C'était une production. Elle a choisi le lieu. Elle a briefé l'équipe caméra, oui, j'appelle Sophie et Taylor une équipe caméra. Elle a répété son discours. Elle a planifié la réaction qu'elle voulait. La seule chose qu'elle n'a pas prévue, c'est que Caleb ne jouerait pas le jeu. Et honnêtement, c'est la partie la plus satisfaisante de toute cette histoire. Caleb ne s'est pas battu. Il ne l'a pas exposé publiquement. Il n'a rien posté en ligne. Il a simplement bien vécu sa vie. Silencieusement. Et ça l'a rendu folle. Parce que les gens qui veulent contrôler un récit ne supportent pas quand quelqu'un décide simplement de s'en retirer. La campagne de diffamation que Nathalie a lancée ensuite en le traitant de contrôlant, manipulateur, abusif, c'était du désespoir. C'était quelqu'un qui réalisait que l'histoire ne s'était pas déroulée comme prévu et qui essayait de la réécrire. Mais voilà le problème avec les mensonges, ils demandent un entretien constant. La vérité, elle, reste simplement là et attend. Et finalement, la vidéo du restaurant est sortie. Les gens ont vu exactement ce qui s'était passé. Et tout s'est effondré. Elle a perdu son travail. Elle a perdu ses amis. Elle a perdu sa réputation dans toute une ville. Et pourquoi? Un moment viral, qui n'est même pas devenu viral comme elle l'espérait. Les leçons ici sont précieuses. Premièrement, la dignité dans le silence est sous-estimée. Caleb n'a jamais argumenté, jamais essayé de se défendre publiquement. Et cela a mieux fonctionné que n'importe quelle réponse agressive. Deuxièmement, les personnes qui prennent votre calme pour de la faiblesse sont souvent celles qui finissent par le regretter le plus. Et troisièmement, et c'est important, la comparaison sur les réseaux sociaux est vraiment toxique. Nathalie avait une relation réelle et solide. Elle l'a détruite pour poursuivre une version filtrée d'une vie qui n'existait même pas. Caleb a trouvé Megan. Nathalie a trouvé Minneapolis. Et d'une certaine façon, cela semble exactement comme il fallait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.